alaikum. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un autre exercice dont nous allons approfondir la notion d'application linéaire. Donc, considérons R3, l'espace vectoriel. Donc, on prend U1, U2, U3, trois vecteurs dans R3. Et nous considérons F une application linéaire dans R3. Elle est définie par la manière suivante. La première question est de calculer l'image des vecteurs U1, U2 et U3. Ensuite, déterminer les coordonnées de ces images, montrer que U1, U2, U3 forment une base de R3, trouver le noyau de F et sa dimension et montrer que l'image de F est engendrée par les vecteurs U2 et U3, quel est le rang de F. Ensuite, on déduit que R3 est la somme directe du cœur de F et l'image de F. Et la dernière question est de voir si la fonction l'application f est bien injective ou surjective, avec bien sûr justification. Alors, on va donner des détails au fur et à mesure dans la solution. Maintenant, comment calculer l'image de f U1? Alors, nous avons f de U1, c'est quoi? C'est f2, donc on va remplacer U1 par ses composantes 0, 1, c'est comme les applications que vous connaissez d'ailleurs. Donc on va remplacer x, y et z par 0, 1 et 1. Alors donc la première composante c'est x, c'est-à-dire 0 plus y égale à 1 moins z qui est égal à 1. La deuxième composante de l'image est bien x, c'est-à-dire 0 moins 1 plus z égale à 1. Et la troisième composante c'est moins x, c'est-à-dire 0 plus y et moins z. Il ne reste que de faire le calcul. 1 moins 1 égale à 0, moins 1, 1, 0, 1 moins 1 égale à 0. Voilà l'image du premier vecteur. Faisons la même chose avec le deuxième vecteur. F de U2, c'est quoi? C'est F de U2 égale quoi? C'est 1, 1 et moins 1. Donc, faisons les détails ensemble. Donc, x dans ce cas égale à 1, y égale à 1 et z égale à 1 avec un signe moins, donc ça devient 1. Ensuite, nous avons x moins y, c'est-à-dire 1 moins 1 plus z moins 1. Ensuite, nous avons moins x, c'est-à-dire moins 1 plus y, 1 moins z plus 1. Et voilà, remplaçant. Donc, ça va nous donner 1 plus 1 3 fois. Ensuite, nous avons moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Et là, 1. Voilà. Faisons la même chose avec le troisième vecteur. Là, je ne vais pas donner les détails. Donc, f de U3 égale à f de moins 1, 1 et moins 1. Celui-là égale à 1, moins 3 et 3. Voilà pour la première question. Concernant la deuxième, donc déterminer les coordonnées de ces images dans la base canonique. Alors, on a dit que chaque espace vectoriel E contient une infinité de bases, sauf le, disons, l'ensemble nul. Alors, on va répondre, donc x, un vecteur dans l'espace vectoriel E. Alors, puisque nous avons une base, c'est-à-dire, donc là nous avons la base canonique, x est écrit sous la forme de lambda 1 fois E1 plus lambda 2 fois E2 plus lambda 3 fois E3. Et donc E1, E2, E3, ce sont les vecteurs de la base de n'importe quel espace vectoriel. Dans notre cas, nous travaillons dans R3, donc la base canonique de R3, la seule, donc c'est 1, 0, 0. Ensuite 0, 1, 0 et la dernière est 0, 0, 1. Voilà la base canonique de R3. Donc, f de U1 c'est quoi? On vient de calculer ça, c'est le vecteur nul. Voilà, donc il faut trouver les scalaires lambda 1. Donc nous avons E1, eh bien c'est le premier vecteur, E2 et E3. Voilà, donc il ne faut pas permuter les vecteurs. Hein. Donc ça, c'est la base canonique. Voilà, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà, donc c'est lambda 1 fois E1 qui est égal à 1, 0, 0, plus lambda 2 fois le deuxième vecteur qui est 0, 1, 0. Ensuite, le troisième vecteur, 0, 0, 1. Donc, l'inconnu dans ce cas, eh bien, les scalaires lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Donc, vous voyez que f de U1 est bien donné, les vecteurs de la base sont donnés. Alors, on va multiplier les vecteurs par les lambda, donc on aura lambda 1 fois 0, 0, plus
0, lambda 2, 0, plus 0, 0 et lambda 3, tout celui-là égale à 0. Voilà, on fait maintenant la somme parce qu'on sait que R3 est un espace vectoriel. Donc, on a le droit de multiplier et d'additionner les vecteurs. Donc, lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Voilà, tout celui-là égale à 0. Et voilà. Donc, remarquez donc la première composante, on a lambda 1 égale à 0, lambda 2 égale à 0 et lambda 3 égale à 0. C'est-à-dire, ça implique que f de U1 égale quoi? Donc là, on va écrire lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 0 et lambda 3 égale à 0. Donc, f de U1 égale quoi? On a trouvé lambda 1 égale à 0, c'est-à-dire c'est 0 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. Et voilà les coordonnées donc de f de U1 dans la base canonique. Faisons la même chose avec le deuxième vecteur. F de U2 égale quoi? Voilà, donc on a calculé ça. On a trouvé 3 moins 1 égale la même chose. C'est lambda 1 fois le premier vecteur, c'est-à-dire E1 qui égale à 1, 0, 0, plus lambda 2 fois 0, 1, 0, plus lambda 3 fois 0, 0, 1. Donc, on obtient la même chose, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2 et lambda 3 égale à 3, moins 1 et 1. Donc, les coordonnées sont bien les coordonnées de FU2 dans la base canonique de R3 est bien 3 moins 1, 1. C'est-à-dire que F de U2 est écrit sous la forme 3 fois E1 plus moins 1 fois E2 plus 1 fois E3. Et en utilisant les règles de calcul dans l'espace vectoriel, déjà on a fait ce cours, donc c'est-à-dire on a 3, 1, donc moins 1 fois plus, donc c'est moins E2, 1 fois le vecteur, donc ça c'est par définition de l'espace vectoriel, donc on a 1 fois x égale à x, c'est-à-dire E3. Et voilà les coordonnées de f de U2 dans la base canonique de R3. Pour le dernier vecteur, alors là, puisque nous travaillons avec la base canonique, donc les coordonnées de f de U3, c'est la même chose pour les autres deux, donc c'est pas la peine d'utiliser cette méthode. Donc on prend directement les composantes du vecteur, c'est-à-dire donc la première composante de l'image de f de U3 ou n'importe quel vecteur égale à 1. Donc celui-là égale à E1. Ensuite, la deuxième composante égale à moins 3. Donc là, nous avons moins 3 fois E2 et la troisième, nous avons 3, c'est-à-dire on a 3 fois E3. Voilà, c'est parce que B est la base canonique. Si nous travaillons avec une autre base différente de la base canonique, on va utiliser cette méthode. Alors, pour n'importe quelle base, au lieu d'avoir lambda 1, lambda 2, lambda 3, on va avoir peut-être une combinaison de ces lambda, combinaison linéaire. Par exemple, lambda 1 plus lambda 2 ou de lambda 1 moins 3 lambda 2 plus 3 lambda 3, etc. C'est parce que nous avons une base canonique que nous avons ce cas, c'est le cas le plus simple. Sinon, voilà la méthode. Donc, on va résoudre un système pour obtenir lambda 1, lambda 2 et lambda 3. J'espère que vous avez bien compris. Donc, passons maintenant à la troisième question. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette question? Montrer que U1, U2 et U3 est une base de R3. Alors, pour démontrer qu'une famille de vecteurs est une base, donc nous avons B est une base, il faut démontrer qu'elle est libre génératrice. Voilà, c'est la définition génératrice. Voilà la définition d'une base. Or, dans notre cas, nous savons que la dimension de R3 égale 3. Donc ça, c'est bon. Donc la dimension de R3, c'est-à-dire que la base de n'importe quelle base de R3, elle contient exactement 3 vecteurs. Donc, notre famille, elle contient 3 vecteurs. Donc, nous avons un théorème qui dit pour que cette famille soit une base, il suffit qu'elle soit libre. Voilà. D'accord? Parce qu'on sait que la dimension égale à 3. Si nous ne savons pas la dimension, il faut démontrer que la famille est bien libre et génératrice. Donc, si nous savons la dimension de l'espace
au préalable, c'est-à-dire avant. Donc, il suffit juste de démontrer que la famille est bien libre. Donc, pour démontrer qu'elle est libre, on va utiliser la définition. Donc, on considère lambda 1, lambda 2 et lambda 3, trois vecteurs quelconques de R3, tels que lambda 1 fois U1 plus lambda 2 fois U2 plus lambda 3 fois U3 égale 0 de R3, qui est le triplet nul. Donc, on va multiplier, on va résoudre un système. Alors, on a U1, c'est quoi? C'est 0, 1, 1. Donc, on va résoudre le système suivant. On va multiplier lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Donc, nous avons déjà fait ce genre de calcul. Moins lambda 3 égale à 0. Pour la deuxième composante, on a lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Et dans la dernière composante, on a lambda 1 moins lambda 2 moins lambda 3 égale à 0. Donc voilà, c'est la première équation. Celle-là est la deuxième. Et voilà la troisième équation. Donc on va résoudre un système d'équations linéaires. D'accord? Alors, de la première équation, on a quoi? De 1, on a lambda 2, pardon, égale lambda 3. Ensuite, on va remplacer... remarquez, donc on va faire pour trouver la solution. Donc on remarque que nous avons plus lambda 2 moins lambda 2 plus lambda 3 moins lambda 3. Donc ce que nous allons faire, on va faire la somme de la deuxième et la troisième équation. Donc 2 et 3 impliquent que 2 lambda 1 égale à 0. Ça implique que lambda 1, ce n'est rien que 0 de R. Donc nous remplaçons 0 dans les trois équations. Nous aurons quoi? Lambda 2 moins lambda 3 égale à 0, lambda 2 plus lambda 3 égale à 0 et lambda 1 moins lambda 2 égale à 0. Donc lambda moins lambda 2, lambda 3 égale à 0. Donc ça c'est la première, on n'a pas changé, ça c'est 2' parce qu'on a remplacé lambda 1 par 0 et la dernière est bien 3'. Alors, remarquez que 2' égale à moins 3'. Donc là, nous avons plus ou moins, plus ou moins. Donc, on travaille avec 1 ou 2' ou 1 et 3'. Alors, on fait 1 plus 2'. Ça nous donne quoi? 1 plus 2', ça nous donne 2 lambda 2 égale à 0. Ça implique que lambda 2 égale à 0. Voilà. Et nous avons dit que lambda 2 égale à lambda 3. Ça implique que lambda 3 égale à 0. Donc, on a obtenu que lambda 3 est nul, lambda 2 est nul et lambda 1 est aussi nul. Alors, la famille B constituée du vecteur U1, U2, 3 est bien libre dans R3. Ça implique que c'est une base de R3. Et voilà. Donc, vous voyez qu'on a une autre base de R3 différente que la base canonique. Très bien. Maintenant, passons à la quatrième question. Donc, je vous rappelle c'est quoi son énoncé. Donc, trouver le noyau de l'application F. Alors, le cœur de F, c'est quoi par définition? C'est l'ensemble des X appartenant à l'espace de départ qui est R3, tel que l'image de Fx égale à 0 de l'espace d'arrivée, dans notre cas qui est égal à 0 de R3. C'est-à-dire, c'est quoi? Donc, X, nous avons des triplés, c'est-à-dire nous avons X, Y, Z dans R3, tel que F de X, Y, Z égale le triplet nul. Voilà, donc là, je n'ai pas d'espace. Donc, celui-là, c'est-à-dire, ce n'est rien, c'est l'ensemble des triplets X, Y, Z, tel que, donc, F de X égale quoi? Donc, on va reprendre l'expression de F. C'est X plus Y moins Z, X moins Y plus Z, moins X plus Y moins Z, tout celui-là égale à 0. Voilà, donc nous avons comme d'habitude deux triplés sont égaux, c'est-à-dire que toutes les composantes sont égales. Donc là, on va obtenir un système, donc on va résoudre un système qui est X plus Y moins Z égale à 0. Ensuite, X moins Y plus Z égale à 0, moins X plus Y moins Z égale à 0. Donc, vous savez tous comment résoudre un système d'équations linéaires. Alors,
mais quand même, on va faire le calcul parce que nous avons un cas spécial ici. Donc, ça, c'est la première équation, ça, c'est la deuxième, et voilà la troisième équation. Donc, on va 1 plus 2 égale à 3, 1 plus 2 égale à quoi? Donc, nous avons moins z plus z plus y. Donc, implique que 2x égale à 0, ça implique que x égale à 0. Voilà. Donc, on remplace x dans ces trois équations. Nous aurons quoi? Remplaçons x dans les équations. On aura donc y moins z égale à 0, moins y plus z égale à 0 et y moins z égale à 0. Voilà. Donc, appelons ça l'équation 1', celle-là 2' et celle-là 3'. Alors, l'équation 1', c'est quoi? C'est moins y moins z. Remarquez que de prime, on a multiplié 1' par moins 1. Et 3' est égal à même que 1'. C'est-à-dire que toutes ces équations, donc on a 1' égale à 3' égale moins 2' dans un sens, d'accord? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons qu'une seule équation. C'est-à-dire qu'on va déduire que y égale à z. Voilà, donc la solution de ce système, donc nous n'avons pas une seule solution. Donc, on a x égale à 0, y égale à z. Donc, le cœur de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des triplés x, y, z. Qu'est-ce qu'il vérifie? Tel que, alors, x égale à y et x égale à 0 et y, pardon, égale à z. Donc, c'est quoi? C'est l'ensemble x égale à 0, c'est-à-dire toujours. Donc, les éléments du cœur sont les triplés tels que leur première composante est toujours nulle. Et la deuxième et la troisième composante sont identiques. Ou bien on prend y ou z ou y, un élément quelconque de R. D'accord? Donc, vous pouvez reprendre des valeurs quelconques de y et vous remplacez dans l'équation, dans l'application f, et vous allez trouver qu'elle est égale à 0 de R3. Et puisque l'objectif est de déterminer la dimension du cœur, donc on va déterminer une partie génératrice. Donc, pour ce faire, on va faire sortir y, donc il reste 0, 1, 1 avec y, un élément quelconque de R. Vous voyez que on a écrit les éléments du cœur par un vecteur de R3 fois un scalaire dans R. C'est-à-dire que la famille B, on l'appelle BK, donc constituée du seul vecteur 0, 1, 1 et génératrice du cœur. Le génératrice du cœur de F, génératrice du cœur de F, du noyau de F. Donc, et pour qu'elle soit une base, il faut qu'elle soit une famille libre. Et puisque ce vecteur est différent du vecteur nul, ça implique que BK est bien libre. D'accord? Et ça implique que c'est une base du cœur de F. Très bien. Puisque c'est une base, donc elle contient qu'un seul vecteur, ça implique que la dimension du cœur de f égale à 1. Voilà. On va encadrer ce résultat parce qu'on va utiliser après. Alors, 0, 1, 1, je vous fais juste une petite remarque. Égale à, c'est le vecteur U1. D'accord? Donc, on écrit que le cœur, est-ce que vous voyez là? Donc, pardon, donc le cœur de f, eh bien, c'est le sous-espace vectoriel engendré par U1. Alors, parmi les propriétés de l'application linéaire, on sait que le cœur de f, le noyau, est toujours un sous-espace vectoriel de l'espace de départ qui, dans notre cas, nous avons R3. D'accord? Passons maintenant à la 5e question. Alors, pardon. Donc, pour la 5e question, est montré que l'image de f est le sous-espace vectoriel U2 et U3 engendré par U2 et U3. Alors, pour les applications linéaires, il faut retenir que le cœur de f et l'image de f sont tous des sous-espaces vectoriels. D'accord? Donc, comment démontrer que sous-espace, donc, elle est engendrée par le vecteur U2, les vecteurs U2 et U3. Comme d'habitude, on va utiliser la définition de l'image. Alors, l'image de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des images
des triplés fxy où x, y, z sont des triplés dans l'espace de départ R3. Alors, l'application f, c'est quoi? C'est x plus y moins z, ensuite x moins y plus z et moins x plus y moins z. Donc, en fait, ce que nous allons faire ici est de trouver une base de l'image. Pourquoi? On a dit qu'elle est engendrée par les vecteurs U2 et U3, c'est-à-dire on démontre que la famille U2 et U3 est bien une base de R3. Et donc, pour déterminer une base, on a dit la première chose à faire, quand on n'a pas une partie génératrice, il faut déterminer une partie génératrice. D'accord? Ensuite, on démontre qu'elle est libre. Alors, nous avons déjà fait ce genre de calcul. Donc, on va faire sortir x et y des parenthèses. On va écrire des triplés en fonction de x, ensuite en fonction de y et en fonction de z. Donc, je vais faire les calculs directement. Donc, nous avons x là égale à 1, deuxième composante égale à 1, la troisième égale à 1, plus y, la première composante égale à 1, la deuxième, nous avons moins z, la troisième, nous avons plus 1. Et finalement, nous avons plus z égale moins 1, 1 et moins 1. Voilà, où x, y, z sont dans R3. Très bien. Donc, la famille B, qu'on appelle BI, B l'image, constituée des vecteurs 1, 1, moins 1 et 1, moins 1, 1 et moins 1, 1, moins 1, est bien génératrice de l'image de F. Donc, pour démontrer qu'elle est une base, donc il suffit de démontrer qu'elle est libre. Mais avant cela, donc appelons ça, c'est le vecteur V1, celui-là V2, celui-là V3. Remarquez, donc au lieu d'utiliser, donc on peut faire des remarques. On a V2 et V3. Remarquez, nous avons 1 moins 1, moins 1, 1 et 1 moins 1. C'est-à-dire qu'on a V2 égale à moins V3. C'est-à-dire que ces deux vecteurs V2 et V3 ne sont pas linéairement indépendants. Ils sont dépendants. D'accord? Donc, on a écrit un vecteur en fonction de l'autre. Donc, la famille constituée de ces trois vecteurs, elle n'est pas une base. Donc, pour qu'elle soit une base, on va retirer un vecteur. Alors, on peut retirer n'importe quel vecteur, mais puisque la question est de montrer qu'elle est engendrée par U2 et 3, donc remarquez que U2 égale quoi? Donc, dans l'énoncé de l'exercice, alors, on a 1 moins 1, voilà. Donc, on a 1 moins 1, c'est bien le vecteur U2, voilà celui-là. Et U3, c'est quoi? C'est moins 1 moins 1, donc celui-là est vecteur U3. Donc, on va prendre la famille B, B' et, donc c'est la famille, on constitue U2 et U3. Voilà, donc on va démontrer qu'elle est libre. Alors, là, ou bien vous démontrez qu'elle est libre en utilisant la définition, vous prenez deux scalaires quelconques, lambda 1, lambda 2, ensuite vous démontrez qu'elle est libre. Sinon, si vous vous souvenez, on a démontré que cette famille, donc avec le vecteur U1, est une base. D'accord? Alors là, on va donc, d'après la troisième question, on a la famille B constituée des vecteurs U1 et U2 et U3 est une base de R3, c'est-à-dire qu'elle est libre dans R3. Alors, nous avons parmi les propriétés des familles libres, si on retire ou là, on enlève un vecteur quelconque, la famille reste toujours libre. Donc, nous avons là trois vecteurs sont linéairement indépendants. Si on enlève U1, elle reste toujours linéairement indépendant. Si on enlève les deux vecteurs, donc le troisième, il est tout linéairement indépendant. D'accord? Donc, ça implique que la famille B' est bien libre. Donc, ça, c'est pour éviter de reprendre les calculs. Donc, ça implique que B' est libre. Ça implique que, donc, B', voilà donc, puisqu'elle est génératrice, ça implique qu'elle est une base de l'image de F. C'est-à-dire que l'image de F est engendrée, c'est un sous-espace vectoriel, il est engendré par les vecteurs U2 et U3. Voilà.
la question qui suit maintenant est de déterminer le rang de l'application linéaire f. Donc le rang de l'application, ce n'est rien par c'est quoi par définition? C'est la dimension de l'image, voilà, dans le corps R. Voilà, la dimension c'est quoi? C'est le nombre des éléments de la base, donc égal à E2 et U3. Donc le rang égal à 2. Et voilà la réponse à la 5e question. La 6e question est de déduire que R3 égale la somme directe du cœur plus l'image de F. Alors, le cœur de F est un sous-espace vectoriel de R3. La même chose pour R3. Donc, la somme de ces sous-espaces vectoriels, elle est incluse dans R3, d'accord? Mais, donc, on doit déduire plutôt que la somme est bien égale à R3. C'est-à-dire que les sous-espaces cœur et l'image sont bien supplémentaires. Alors, rappelons c'est quoi cette notation. On dit que cœur de F et l'image de F sont en somme directe, c'est-à-dire donc le cœur de F plus image de F, donc c'est équivalent pour dire que cœur de F intersection l'image de F est bien le vecteur nul de R3, c'est-à-dire le triplet nul. Voilà pour dire que... Et on dit que ces sous-espaces sont supplémentaires si leur somme égale à l'espace tout entier. D'accord? Puisque donc là, nous avons une déduction. Alors, on a dit d'après les questions précédentes que le cœur de F est engendré par le vecteur U1. L'image de F est le sous-espace vectoriel engendré par U2, U3. D'accord? Et donc, parmi les méthodes pour dire que ces deux sous-espaces sont supplémentaires, il suffit de montrer que les vecteurs, c'est-à-dire que les vecteurs U1, U2 et 3 forment une base de R3. D'accord? Donc, donc on écrit R3 égale le cœur de F plus image de F, c'est équivalent à dire que la famille B constituée des vecteurs U1, U2 et U3 est bien une base de R3. Or, d'après la 3e question, on a bien démontré que cette famille est bien une base. Alors, donc, d'après quelle question? Donc, d'après la question 3, voilà. Donc, d'après 3, on a B est base de R3. Ça implique que les sous-espaces vectoriels sont bien supplémentaires l'un de l'autre. Ça implique que R3 égale le cœur de F plus l'image de F. D'accord? Sinon, vous utilisez donc là, parce que pour répondre à la question, donc c'est pas la peine de montrer que cœur de F est l'intersection l'image égale à 0. Ensuite, on démontre que voilà, tous les éléments de R3 sont composés d'un élément du cœur plus un autre élément de l'image. Voilà, en utilisant le théorème de dimension. Donc, voilà la première méthode. Si la question, donc c'est juste pour... Si on peut utiliser une autre méthode. Alors, pour démontrer que 0 est bien l'intersection, donc on va résoudre le système. D'accord? Donc, on a quoi? Un élément qui appartient dans le cœur, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme, on a dit que 0, Y, Y, on a dit que le cœur de F, voilà, avec Y appartient à R. Voilà, et donc pour que cet élément appartient à l'image, il suffit donc de remplacer ici, donc on va résoudre, résoudre un système d'équations. Ensuite, on démontre que l'intersection est bien le vecteur nul. Ensuite, pour démontrer que la somme est bien égale à R3, là on va utiliser le théorème de dimension. Alors on sait que la dimension de E, de l'espace de départ, égale la dimension du cœur de F plus la dimension de l'image de F. Ça, c'est le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Or, la dimension de l'espace de départ égale à 3, dimension du cœur, on a trouvé égale à 1, et la dimension de l'image, on a trouvé égale à 2. D'accord? C'est-à-dire que bien, le sous-espace cœur de F sont supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on a dit, donc, cœur de F plus l'image
de F sont de sous-espaces vectoriels inclus dans R3. D'accord? On travaille dans le même espace, dans R3. On a dit que pour que cet espace soit égal à C, donc il suffit, nous avons une équivalence que la dimension de celui-là égale à la dimension de R3. Voilà pourquoi on a utilisé le théorème des dimensions. Alors, on déduit bien que ces espaces sont bien supplémentaires dans R3. Et la dernière question, donc, est-ce que F est une application injective et surjective? Alors là, on va reprendre les questions précédentes. Donc, pour les applications linéaires, donc c'est pas la peine d'utiliser la définition de l'injectivité. Fx égale à Fy, ensuite on démontre que les antécédents sont égaux. Pour les applications linéaires, on a dit que une application est F est injective, c'est seulement si le cœur de F ou la dimension du cœur égale à 1. Alors, or, on a trouvé que la dimension, donc on a trouvé que la dimension égale à 1, donc la dimension égale à 0. Donc, puisque la dimension égale à R, donc F n'est pas injective. D'accord? Donc, pour les applications linéaires, une application est injective si seulement si la dimension du cœur égale à 0, c'est-à-dire qu'il est engendré par le vide. Donc là, il est engendré par un vecteur différent de 1. D'accord? Pour l'image, qu'est-ce qu'on a dit? Une application linéaire F est surjective si seulement si la dimension de l'image égale la dimension de l'espace d'arrivée qui est bien F. Donc la dimension de l'image, c'est-à-dire nous avons le rang de F égale la dimension de l'espace d'arrivée F. Or, le rang, on a trouvé égal à 2. Et l'application F, elle est à valeur dans R3 qui est donc à dimension 3. Donc, le rang est différent de 3, c'est-à-dire que F n'est pas surjective. Voilà. Donc, vous voyez, en utilisant les définitions, ça évite d'utiliser les définitions des applications surjectives et injectives pour les cas d'application linéaire. Donc voilà l'exercice d'aujourd'hui, vraiment il était varié. Donc on a fait un rappel sur les sous-espaces et les règles de calcul et bien sûr les propriétés des applications linéaires. Donc je vous vois dans une autre vidéo. Inch'Allah, à la prochaine. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine, Inch'Allah.